Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour Bernard. Donc, on a eu confirmation hier, le confinement va durer au-delà du 1er décembre, c'est ce qu'a dit M. Castex. Au-delà de cette annonce, que pensez, Guillaume, de cette conférence de presse du Premier ministre ? Depuis le début, Jean Castex cherche le bon ton, le bon moment pour expliquer sa stratégie face au Covid. Mais la communication est décidément un art bien délicat. D'ailleurs, y a-t-il un bon mode de communication en la matière ? Sans doute pas, du moins tant que l'exercice consistera à annoncer des décisions contraignantes, donc impopulaires. Mais on se demandait quand même un peu pourquoi cette conférence de presse, dès lors que l'essentiel du message c'était « on ne change rien ». Alors, ce qui est compliqué, Bernard, c'est que il y a évidemment besoin de points d'étape, d'une information en continu sur la situation sanitaire, économique, sociale, scolaire. Et de ce point de vue, la fréquence est bonne. Mais c'est le rôle des ministres de faire ce travail de transparence et d'explication, ce que font Olivier Véran, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne ou Jean-Michel Blanquer. Mais quand c'est le Premier ministre qui monte au créneau, franchement, on attend un peu plus qu'un simple point d'étape. Vous êtes tout de même un petit peu sévère parce que n'est-ce pas aussi le rôle du Premier ministre de faire de la pédagogie, dirais-je, auprès des Français ? Si, bien sûr, mais si hier l'exercice était de faire comprendre que le 1er décembre ne marquait pas la fin du confinement, eh bien, il aurait été plus clair d'isoler cette annonce plutôt que la noyer dans un exercice si long qu'on finissait par s'y perdre. Et le problème aussi, c'est que on crée avec ces conférences de presse une forme de dramatisation, une attente, un suspense. On fait ce qu'on appelle du teasing. On lance des ballons d'essai. Par exemple, on se demandait hier si le régime allait changer ou non pour les lycéens, et finalement rien. Et c'est quand même la deuxième fois que Jean Castex tient une conférence de presse où l'on nous prévient qu'il va annoncer des durcissements et que, à l'arrivée, rien. Alors, dans un sens, peut-être tant mieux, mais cela entretient malheureusement cette impression de flottement ou d'une intervention inutile. Et donc, diriez-vous, Guillaume Tabar, qu'il y a un problème Castex ? C'est là on en vient au chapeau, Bernard. Non, ne lui faisons pas porter un chapeau trop grand. C'est la crise elle-même qui est difficile à gérer parce que la situation est incertaine, fragile, évolutive, avec d'ailleurs parfois des bonnes nouvelles, comme ce début d'infléchissement des courbes. Donc, on sait bien, si le gouvernement prend des décisions trop contraignantes, on lui en fait le reproche. S'il essaye au contraire de s'adapter au plus près, on le lui reproche aussi. Mais vous noterez que ceux à qui on le reproche, ce ne sont pas les ministres, ce n'est pas au président, c'est au Premier ministre. Alors jouer les paratonnerres, les fusibles, les boucs émissaires, on le sait, c'est ingrat, mais après tout, c'est son rôle, il est là pour ça. Et Jean Castex en est pleinement conscient. Alors oui, il est critiqué, mais au moins il fait preuve d'une abnégation louable. Merci beaucoup Guillaume Tabar du Figaro, du lundi au vendredi, donc son édito à cette heure-là, autour de 8h10 sur Radio Classique. Passez un très bon week-end Guillaume Tabar, l'homme qui vous a écouté ce matin en studio, il y a moi certes, et il y a aussi l'invité politique Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, il est 8h16. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes responsable politique, avez-vous la dent aussi dure que Guillaume Tabar envers M. Castex et ses annonces d'hier ? Pouvait-il en être autrement ? J'ai pas la dent dure avec le Premier ministre, parce que ce n'est pas lui qui décide. En revanche, je partage le diagnostic sur le fait que ces messes télévisuelles où tout le milieu politico-médiatique et évidemment les Françaises et les Français se disent quelles vont être les annonces dans quelques minutes. Oui. Sans que personne ne soit au courant, sans qu'on sache comment ont été prises ces décisions, pose un problème démocratique profond. Dès le début de l'épidémie, j'ai demandé au président de la République d'installer un conseil de sécurité sanitaire qui rassemblerait les forces politiques, les forces vives de nos pays, les entreprises, les syndicats et puis toutes ces associations qui sont aujourd'hui au cœur de la solidarité, qu'elle soit sanitaire ou alimentaire ou et aussi les médecins. Et évidemment, avec le conseil scientifique au cœur, qu'il puisse y avoir une intelligence collective qui se construit. Ça existe d'ailleurs. Nous sommes en Allemagne, ils font comme ça, par exemple. Bien sûr, vous voyez bien comment Madame Merkel, quand elle annonce des décisions, elle a le patron des maires, le patron des lenders, donc il y a la volonté d'afficher une co-construction des décisions. On est face à un océan d'incertitudes sur ce virus. Personne ne le nie. Oui. Justement,
quand on a un océan d'incertitudes, quand les options politiques sont difficiles à prendre, qu'il faut obtenir l'adhésion des citoyennes et des citoyens, l'intelligence collective, c'est mieux que la technocratie. Vous avez eu une réponse de l'Élysée, puisque cette proposition, jamais. vous savez bien comment ça se passe. Les maires, comme les représentants à l'Assemblée nationale, comme l'ensemble des Français, découvrent les décisions pendant ces messes télévisuelles. Ça n'est pas à la hauteur de la crise que nous traversons. Ça n'est pas à la hauteur du niveau d'angoisse, de déprime, de dépression, d'affaissement social, d'affaissement économique de notre pays. On a des centaines de morts par jour liés au Covid, des centaines de morts probablement liés non Covid, parce qu'il n'y a plus de soins, parce qu'il y a une explosion de la pauvreté. Et donc notre responsabilité à ce moment-là, c'est de construire de l'intelligence collective, c'est de partager les options politiques et non pas d'avoir l'impression que ça nous tombe du ciel quand on sait que ça tombe de l'Élysée et de son directeur de cabinet, M. Koller. Alors justement, à propos de la crise sanitaire, vous avez peut-être vu ou au moins entendu parler de ce qui fait la une de Libération ce matin, ce documentaire entre guillemets qui s'appelle Hold Up. J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu, mais c'est un documentaire complotiste totalement qui fait plus de 2 heures, je crois, qui dit qu'en fait tout ça est une invention. En gros, le Covid n'existe pas, c'est rien du tout, c'est les pouvoirs qui veulent renforcer leur mainmise sur les opinions publiques. Bon, légiférer sur Internet, on laisse tomber, Yannick Jadot, on n'y arrive pas. On peut pas. On peut pas fermer le tuyau. Il faut légiférer sur Internet. Il n'y a absolument aucune raison que ce qui est interdit dans la rue ne soit pas interdit sur Internet. Le principe, c'est dans la rue, vous pouvez pas cogner votre voisin, vous pouvez pas harceler une personne, vous pouvez pas l'insulter, être raciste. Et évidemment, dans la rue, vous ne pouvez pas fomenter une radicalisation ou un attentat terroriste. Ça doit être exactement la même chose sur Internet. Mais là où il y a une responsabilité politique, et c'est intéressant de voir comment les Finlandais, qui ont été en permanence attaqués par les fake news russes. Oui. C'est un pays qui a construit une politique anti-fake news. Ça commence à l'école. Pas de surprise. C'est un des éléments qui a fait que la Finlande a totalement transformé son système scolaire. Comment on attaque les faits réels et les fake news. Ce sont des plateformes d'information. Mais pour tout ça, il faut qu'il y ait une confiance dans l'État. Il faut qu'il y ait une confiance dans le gouvernement. Et ça renvoie à cette construction d'intelligence collective, de diagnostic partagé, qui nous évite, par exemple, quand le Premier ministre fait des annonces ou le Président de la République fait une conférence de presse, comme personne n'est au courant, qu'est-ce qui se passe? Les médias vont interroger tous les responsables politiques. Oui. Il faut qu'ils existent dans la minute qui suit la conférence de presse ou l'intervention du président de la République. C'est idiot. Ça ne construit pas d'intelligence collective face à une pandémie qui est dramatique pour nos concitoyens. Yannick Jadot, dans l'actualité, il y a certes le Covid et puis il y a ce drame social, après bien d'autres malheureusement, qui est la fermeture annoncée de l'usine de Bridgestone à Béthune. C'est la preuve ultime, la nouvelle preuve de l'incapacité de l'État à empêcher ce genre de choses. On est dans une économie libérale, Bridgestone ferme son usine, point final. Bridgestone a, comme vous le savez, régulièrement touché des subventions de l'État, a bénéficié des baisses d'impôts sur les entreprises du CICE, comme toutes les entreprises, de manière non discriminée. C'est-à-dire que cette entreprise dont on savait qu'elle n'investissait plus dans l'outil de production, qu'elle n'envisageait pas des perspectives pour ce site industriel, mais cherchait plutôt à casser l'outil de production, il n'y a pas eu de politique publique qui discriminait les aides publiques. Première chose. Deuxième chose, on sait qu'il y a toute une partie de l'industrie qui va devoir se convertir. Oui. Parce que ce type de pneus, on a peut-être moins besoin, parce que il faut faire la transition, sortir du carbone. Moi, je suis responsable pour le Parlement européen de la taxe carbone. C'est un outil extraordinaire de développement de l'industrie européenne, de relocalisation et de création d'emplois. Mais là, il y avait une mesure à prendre au niveau européen. Cogner les pneus chinois, qui ne respectent pas, y compris nos normes de sécurité. On peut pas, à un moment donné, accepter que les Chinois explosent tout le marché européen du pneu, avec des pneus de mauvaise qualité,
avec des pneus produits dans des conditions où on ne respecte pas la liberté syndicale, où on ne respecte pas l'environnement, eh ben il fallait faire comme les Américains, mettre de l'anti-dumping sur les pneus chinois et on aurait une industrie européenne du pneu plus intelligente. Au moins, Trump, sur ce point, avait raison. Mais Obama avait commencé, hein. Je veux dire, vous savez, Trump, il en a fait quelque chose de très fort, avec son style, mais les États-Unis ont toujours été beaucoup plus protecteurs de leur industrie que les Européens. Et moi, ça fait des années qu'au Parlement européen, je me bats pour conserver notre industrie photovoltaïque, pour conserver notre sidérurgie, pour conserver notre industrie, parce que il est inacceptable qu'on soit victime du dumping climatique, du dumping social, des aides d'État massives qu'il y a en Chine, alors qu'il faut défendre notre industrie, parce que notre industrie, c'est aussi notre économie. Et là où Trump avait marqué un point, c'est qu'il a rappelé aux yeux du monde, l'économie, c'est de la politique. Lui en a fait le pire, nous faisons-en le meilleur. L'économie, c'est de la politique. Yannick Jadot, parlons élections. Aujourd'hui, Monsieur Debray, normalement, devrait rendre son rapport sur l'éventualité d'un report des élections régionales et départementales prévues en mars. Vous, pour Europe Écologie Les Verts, vous êtes favorable à un report en juin, comme ça semble... Les conditions sanitaires, selon moi, l'exigent. Le cirque des municipales. Les conditions sanitaires l'exigent. Donc, justement, vous voyez comment on prend une décision. Debray a travaillé avec l'ensemble des forces politiques. Et il y a un consensus qui est en train de s'installer pour reporter les élections à juin. Et ben voilà, une façon intelligente de travailler. Reportons les élections à juin. Attention à ne pas jouer la carte du reporter après les présidentielles, parce que ça, ce serait inacceptable du point de vue démocratique. Et trouvons tous les moyens pour que les personnes puissent voter. On ne peut pas se retrouver comme au municipal avec 35%. Par correspondance. Bien sûr, par correspondance. Moi, j'entends les personnes citer Le Pen ou d'autres citer Poniatowski en 1975. Nous sommes en 2020. Le monde a un peu changé. Il y a l'Internet qui est arrivé, le numérique. Je suis convaincu qu'on peut faire des votes par différents moyens qui permettront une vraie participation. On ne peut pas se satisfaire d'élections avec 35% de participation. Yannick Jadot, encore une question. Dimanche dernier, M. Mélenchon s'est lancé dans la présidentielle. Quand vous l'avez entendu, vous a dit, zut, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. On aurait pu imaginer un candidat unique de la gauche. Pourquoi pas vous, éventuellement? Regardez, ça vous a réussi à Marseille. Hein. Vous avez emporté la mairie de Marseille grâce à l'union à gauche. C'était une mauvaise nouvelle, mais Mélenchon qui se lance? Non, c'était pas une nouvelle, surtout. On savait qu'il allait être candidat. Il est candidat. Je pense que c'est un moment de clarification, y compris pour l'écologie, y compris à gauche. Moi, je veux contribuer pour 2022 à un rassemblement qui soit un rassemblement qui fait de l'Europe un levier. On l'a dit, pour protéger nos industries, pour nous protéger contre le terrorisme, pour lutter contre le dérèglement climatique. Je veux que les forces vives soient actrices de notre modèle de développement, du réveil de notre pays, de sa sortie de crise, et non pas simplement un dirigisme d'État. Je veux qu'on apaise le débat public et non pas qu'on le brutalise. Alors Mélenchon est candidat, il a sa ligne politique, ça n'est pas la mienne. Moi, je cherche à construire l'espace qui rassemblera entre Mélenchon et Macron, qui rassemblera les progressistes, les humanistes, et je suis sûr qu'avec ce rassemblement-là, écologique, social, républicain, laïque, on peut gagner l'élection présidentielle, mais reconnaissons que ça n'est pas la préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui. Non. Là, il faut lutter contre la pauvreté, sauver les entreprises, et puis respecter les gestes barrières pour qu'on sorte de cette situation dramatique pour tout le monde. En tout cas, merci d'être venu au studio. Et en studio, ici à Radio Classique, ce vendredi matin, Yannick Jadot, ce vendredi matin, ce qui est une date un peu particulière, 5 ans jour pour jour après les carnages de Paris et de Saint-Denis. Je vous souhaite un très bon week-end. Et bon courage pour la suite, Monsieur Jadot. Merci infiniment. Il est 8h27. Bienvenue si vous prenez en cours cette matinale d'infos à suivre sur Radio Classique. Le rappel des titres, la revue de presse et terrorisme. Tiens, justement, parlons-en. 5 ans après les attentats de Paris, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic publie chez Flammarion le roman du terrorisme. Il sera avec nous.